Tawfiq Jelassi, qui est sous-directeur général du secteur communication et information. J'espère qu'il est connecté pour qu'on puisse passer sa présentation. Je rappelle, cher aimable assistance et les participants qui sont connectés avec nous en ligne, que l'UNESCO a un mandat qui s'articule autour de cinq grands axes. Donc il y a le secteur classique qui est l'éducation, la culture, les sciences humaines et sociales et communication et information. Et c'est l'occasion pour moi de donner la parole à Monsieur Tawfiq Jelassi, que je remercie vivement, qui a bien voulu consacrer un peu de son temps à cette manifestation pour nous parler du rôle du renforcement des capacités dans le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle, Vision UNESCO. La parole est à vous. Merci. J'espère que vous voyez mes slides. Alors, tout d'abord, je voudrais saluer l'assistance. Je voudrais féliciter le Maroc pour ce très beau nouveau campus de l'UM6P. Je connais bien le campus de Ben Guerir. J'ai eu même l'occasion d'y enseigner dans le cadre de mes fonctions antérieures de professeur universitaire. Je salue aussi les dirigeants de l'OCP, à leur tête, qui est Mostafa Tarab. Et je salue aussi mon collègue et ami, M. Hicham El-Habti. Voilà. Et c'est un honneur de participer à cet important atelier, séminaire sur l'intelligence artificielle. Et bravo pour la mise en place de votre nouveau centre international sur l'IA. Donc, je vais parler de ce thème sur le renforcement des capacités dans le développement et l'utilisation de l'IA. Je vais essayer de répondre à trois questions principales. La première, quels sont les principes qui guident l'approche de l'UNESCO en matière de transformation numérique et d'IA? Deuxièmement, quelles sont les orientations stratégiques et les besoins des pays africains pour renforcer les capacités en IA d'après nos études? Et la troisième et dernière question, comment l'UNESCO répond-elle aux besoins exprimés par les pays membres avec un accent mis sur l'Afrique? Alors, les intervenants qui m'ont précédé ont parlé notamment des objectifs du développement durable des Nations Unies. Vous venez de rappeler que l'UNESCO a 5 secteurs et on essaie d'approcher la question de l'IA d'une façon intersectorielle. Les secteurs de l'éducation, de la culture, des sciences naturelles, des sciences sociales et humaines, et aussi le secteur de la communication, de l'information et des technologies digitales. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Certains intervenants ont même parlé des risques connexes à l'utilisation de l'IA. Et il y a quelques minutes, on a parlé notamment de la recommandation de l'UNESCO concernant l'éthique en matière d'IA. Alors, je vais commencer d'abord par les principes qui guident notre approche à l'UNESCO. C'est une approche qu'on appelle ROM. Ça veut dire une approche qui respecte les droits humains, une approche qui assure une ouverture à tout un chacun, ouverture basée, ça c'est l'accessibilité, l'ouverture basée sur les données, les connaissances, les marchés, les opportunités qu'offrent les technologies numériques, et on pousse pour une participation multipartite, multi-acteurs, ce qui ne vous étonne pas, étant l'UNESCO où le multilatéralisme est au cœur de nos activités. Et donc, les 193 pays membres de l'UNESCO sont très impliqués dans notre approche, mais pas seulement les États, les gouvernements, les autorités nationales, c'est également le secteur privé, les entreprises, notamment du digital, et aussi la société civile et les ONG. Et le dernier élément, c'est traiter une multitude de sujets qui sont transverses par nature, notamment les priorités globales de l'UNESCO qui sont l'égalité des genres et la priorité Afrique. Alors, je vais essayer de passer au slide suivant. Nous avons réalisé une étude pour mieux comprendre les besoins en IA de l'Afrique, évidemment en prenant en compte notamment la stratégie de transformation numérique de l'Union africaine 2020-2030, mais aussi les priorités en matière d'intelligence artificielle. L'objectif étant d'éclairer, d'aider la prise de décision et surtout le développement de politiques nationales, de politiques publiques qui soient adaptées au contexte africain et contexte au pluriel, parce qu'évidemment, il y a des sous-régions en Afrique qui ont leurs spécificités
qui doivent être comprises et prises en compte. Donc, cette étude, on l'a faite en 2020-2021. Le résultat de l'étude, qui est encore, nous avons 54 pays membres de l'UNESCO en Afrique, le résultat a montré qu'il y a un grand écart en termes de développement de capacités et de politique publique dans le domaine de l'IA à travers les pays africains. Et je voudrais peut-être mettre en évidence deux statistiques. La première, 80% des pays africains ont demandé à l'UNESCO d'apporter des conseils stratégiques pour pouvoir élaborer des politiques publiques en matière d'IA. Et tous les pays ont demandé le soutien de l'UNESCO pour développer les capacités humaines et institutionnelles en IA. Donc là aussi, un besoin fort de formation, d'échange de connaissances, de partage d'expériences et d'élaboration de politiques publiques dans ce domaine-là. 5 domaines urgents qui ont émergé de cette étude: la gouvernance et la protection des données personnelles dans un contexte d'IA, de systèmes intelligents, l'IA comme un levier de développement, l'IA au service de la croissance économique des pays concernés, soutenir les startups et l'innovation numérique à travers l'IA, actualiser les systèmes d'éducation et de formation pour développer les compétences en matière d'IA. Eh bien, écoutez, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, dans son intervention, parler notamment de cela et ce que font les universités au Maroc dans ce domaine-là, notamment l'UM6P, évidemment, et faciliter la recherche et le développement en matière d'IA, mais développement qui soit pertinent pour la réalité socio-économique africaine. Voici les 5 domaines urgents exprimés par la majorité des pays africains lors de notre étude 2020-2021. Alors, quelques exemples que nous avons notés, ça ne vous surprend certainement pas, des applications très variées dans des domaines et dans des industries aussi variées que le secteur minier, mais aussi le tourisme, l'énergie, l'eau, l'agriculture, la télémédecine, et également comment l'IA peut-elle contribuer à la création d'emplois. Et on sait très bien qu'il y a un fort taux de chômage en Afrique. J'en sais quelque chose. Lorsque j'étais ministre de l'Enseignement supérieur en Tunisie, on parle d'un taux quand même qui voisine les 30% de chômeurs ou de demandeurs, de primo-demandeurs d'emploi parmi les diplômés des universités. Et en dernier point ici, création de centres d'excellence spécialisés dans la formation et l'utilisation de l'IA. Alors, plus particulièrement, nous avons identifié un besoin de formation juridique concernant l'utilisation, mais aussi les implications des systèmes basés sur l'IA. Alors, dans une autre enquête que nous avons menée auprès des opérateurs judiciaires, sur 1265 réponses reçues émanant de 100 pays membres de l'UNESCO, 85% des pays ont exprimé leur intérêt pour l'apprentissage du fonctionnement des systèmes basés sur l'IA et leur utilisation dans le domaine juridique. Alors ça va de l'administration juridique jusqu'à prévenir certains cas ou bien apprendre des cas passés et des jugements déjà réalisés pour informer des prises de décision. 90% des pays ont souligné la nécessité d'une formation juridique concernant les implications des systèmes IA. Et ici, encore une fois, il est très important d'être bien conscient des biais, des préjudices que ces systèmes peuvent induire, mais aussi de l'importance d'avoir une transparence dans surtout les recommandations faites par des systèmes intelligents. Nous avons développé un MOOC, Massive Open Online Course, une formation en ligne sur l'IA et l'état de droit dans la suite de l'étude qu'on a faite. Là, je vous montre un peu en quoi ça consiste cette formation. 6 modules principaux. Au-delà de l'introduction, c'est comment utiliser l'IA dans les systèmes judiciaires, le développement des tribunaux en ligne. Je viens de parler à l'instant du biais algorithmique et de ses implications dans la prise de décision juridique, le respect des droits humains à l'ère de l'IA et l'éthique et la gouvernance de l'IA pour les opérateurs judiciaires. Alors, ce qui est intéressant pour ce MOOC, ce cours en ligne, c'est les enseignants, les professeurs sont en fait des présidents de tribunaux administratifs, de tribunaux de cours constitutionnels, etc., même des cours suprêmes. Donc, ce sont des juges qui assurent la formation, mais aussi d'autres opérateurs dans le monde judiciaire. Et ils viennent pratiquement des 5 continents à travers le monde. D'où la richesse de cette formation qui existe aujourd'hui en 7 langues différentes, y compris
le français et l'arabe. Dans le cadre de notre collaboration avec l'UIT, l'Union internationale des télécoms, au sein de la Broadband Commission for Sustainable Development, nous sommes en train de concevoir pour les fonctionnaires, donc cette fois-ci, l'exemple précédent, c'était les opérateurs judiciaires. Ici, on parle des fonctionnaires, des administrations publiques. Nous sommes en train de concevoir un modèle de développement de leurs compétences dans le domaine de la transformation digitale avec un accent mis sur l'IA. Vous voyez ici la liste des modules et des compétences visées: Core Competencies, Functional Competencies, Technical Competencies. Donc, ce travail-là sera prêt d'ici l'été, sera présenté officiellement en septembre. Et encore, on vise ici la fonction publique des pays membres de l'UNESCO pour essayer d'élever leurs compétences dans ce domaine-là. Troisième exemple de contribution, ce modèle, ce chemin peut être un peu difficile à lire, il vous montre les éléments principaux pour l'élaboration d'une politique publique en matière d'IA. Il faut lire ce slide, si vous arrivez à le lire, plutôt de la droite vers la gauche, comme on lit l'arabe, et non pas de la gauche vers la droite. Donc voici les 10 composantes de cette approche-là, de ce modèle d'élaboration de politique publique en matière d'intelligence artificielle. Et évidemment, on mettra à votre disposition les slides, mais au-delà des slides, les rapports et les publications que nous avons faites qui donnent plus de détails sur chacun des exemples que je suis en train de brièvement vous présenter. La quatrième contribution, c'est notre initiative Youth Mobile et notamment le Africa Code Week que nous menons depuis quelques années, qui a permis à 1,3 million de jeunes en Afrique d'acquérir des compétences en programmation. Et ceci se fait essentiellement sur la base des téléphones portables. Deuxièmement, c'est au-delà d'avoir ces compétences de codage et de programmation, nous avons une formation qui cible les jeunes sur l'IA et les droits humains pour comprendre les implications sociétales de l'intelligence artificielle, mais aussi pour aborder l'impact de l'IA sur la liberté d'expression, le droit à la vie privée et le droit à l'égalité. Comme vous le savez peut-être, l'UNESCO est l'agence spécialisée des Nations Unies leader sur les domaines de liberté d'expression, sécurité des journalistes et liberté de la presse. Et c'est le secteur que j'ai l'honneur de présider, le secteur de la communication et de l'information, qui s'occupe de ces thématiques de liberté d'expression, etc. Le cinquième exemple que je cite brièvement est à l'occasion de la Journée mondiale de la femme que nous célébrons aujourd'hui, une récente étude que nous avons menée sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le parcours professionnel des femmes. Des statistiques qui ont été notamment, je crois, citées par les intervenants qui m'ont précédé. Au rythme actuel, ça prendra 135 ans pour atteindre l'égalité des genres en matière d'éducation, de santé, d'opportunités économiques et d'émancipation politique. Deuxième conclusion de cette étude, concernant la participation des femmes à la recherche scientifique, selon notre étude, aujourd'hui, il y a seulement 30% des chercheurs femmes dans le monde. Donc là, il y a eu des avancées, ça a été signalé, notamment à l'université UM6P. Je crois que M. Habti a dit que c'est à peu près 55% des étudiants sont des jeunes filles. Il y a eu des avancées dans plusieurs pays, notamment dans ce domaine de la formation, de l'éducation, mais dans le domaine de la recherche scientifique, il y a encore évidemment du chemin à parcourir. Voilà, je vais m'arrêter là. Et encore une fois, on partagera ces slides avec vous. Et plus important que cela, nous sommes prêts à partager par notre biais de Rabat ou directement les études que nous avons menées, que j'ai citées, notamment les 5 contributions que j'ai citées ici, en tant que réponse aux besoins exprimés par les pays africains lors de l'étude que nous avons menée en 2020 et 2021. Je vous remercie pour votre attention.